Salut les amis, nous sommes en train de continuer notre projet sur les radiers. Nous sommes au niveau de généralité. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie sur les généralités des radiers générales. C'est ce que nous allons donc continuer tout à l'heure. Voilà, dans la première partie, après avoir déjà compris comment est-ce qu'on peut directement donc calculer la hauteur de nervure, donc le HN. Voilà, donc on a compris aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez donc calculer cette hauteur de HN. Voilà, donc nous allons maintenant étudier également la dalle. Nous descendons maintenant au niveau de la dalle. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux rentrer tout simplement là où j'étais. Donc, je viens ici. Et on peut continuer ici. Voilà, donc, voilà, on a déjà trouvé. Donc, ça, c'était justement pour les HN, dont la hauteur des nervures. La première partie, je viens d'abord ici. On avait commencé avec... donc ça c'est un définition, on a vu la définition du radier, pourquoi tout là. Voilà, donc, et ça c'est le deuxième point. Voilà, le deuxième point c'était les HN, donc la hauteur de nervure. Voilà, le deuxième. Maintenant, nous passons maintenant au troisième point. Donc, troisième point maintenant. Voilà, troisième point maintenant, nous allons étudier maintenant, nous allons maintenant étudier la dalle. Donc, je peux tout simplement écrire pour la dalle. Voilà, retenez seulement ce que je suis en train de dire, puisque pour écrire convenablement, c'est très difficile. Voilà, donc j'écris pour la dalle. Voilà. Alors pour la dalle, maintenant, ce qu'il faut savoir, premièrement, comment est-ce que vous pouvez donc déterminer facilement donc la hauteur de la dalle dans le H2. Voilà, comment est-ce qu'on peut déterminer la hauteur de la dalle de radier dans le H2. Voilà. Les HD est souvent déterminé par cette formule. Donc, je prends HD. Et HD, donc, est égal à L max. Voilà. L max sur 20. Voilà. Donc, c'est par cette formule, on peut facilement donc trouver directement donc la hauteur de la dalle de notre radier. Voilà. Donc, souvent, on le divise par 30 ou 25. Voilà, donc souvent c'est divisé par 30 ou 25, mais les autres également utilisent 20. Donc cela revient à dire quoi? Donc si vous voulez, vous avez la possibilité donc de diviser ça soit par 20, tout comme vous pouvez les diviser soit par 30, les autres divisent ça par 30, ou également par 25. Voilà, par 25. Voilà, donc ce sont des dénominateurs à peu près proches. Donc vous allez peut-être être étonné de voir peut-être un ingénieur ou une autre personne calcule dans la hauteur de la dalle avec la formule de L max sur 30. Une autre personne peut également utiliser le L max sur 25, tout comme une autre personne également peut utiliser L max sur 20. Donc ça dépend de vous. Voilà. Et également les L max ici. Les L max ici maintenant, c'est l'anthrax des poteaux qui sont donc justement perpendiculaires aux nervures. Voilà, donc justement c'est ça la différence. Donc le L max que vous êtes en train de voir ici, c'est l'anthrax des poteaux l'anthrax des poteaux donc qui sont justement perpendiculaires par rapport aux nervures. Donc perpendiculaires aux nervures. Voilà, aux nervures. Je crois que je vous avais montré ça au début. Donc la différence justement entre les HN et les H2 c'est situé à ces niveaux. Donc si vous voulez par exemple calculer donc les HN dans la hauteur de nervure, vous allez donc les calculer avec l'anthrax qui est parallèle par rapport aux nervures. L'anthrax des poteaux qui sont parallèles par rapport aux nervures. Donc les poteaux sont là, les deux poteaux. L'anthrax parallèle c'est L'. Voilà. Mais tandis que si vous voulez calculer par exemple la hauteur de la dalle ici, là vous allez donc utiliser donc le L max. Le L max maintenant ici sera quoi? Ça sera justement donc l'anthrax des poteaux, cette fois-ci qui sont perpendiculaires par rapport aux nervures. Donc c'est justement ça la différence. Voilà. Et voilà. Et donc à ce niveau déjà, dès qu'on finit donc de trouver déjà la hauteur des nervures, et puis on a trouvé dans la hauteur de la dalle, donc cela arrive à dire quoi ici? Donc les D sont déjà trouvés, les HD est trouvé, mais aussi donc les HN déjà trouvés. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors quand on finit donc tout ça, il faut maintenant vérifier justement donc la contrainte des cisaillements.
Il faudrait vérifier maintenant la contrainte des cisaillements. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour la contrainte des cisaillements, il y a une condition et justement, en prendre en compte. Donc, il faut vérifier si l'effort tranchant, justement, tout a été bien, très bien respecté. Alors, ici, il n'y a plus de place. Qu'est-ce que je fais? Je peux créer une nouvelle feuille ici. Voilà, je viens premièrement ici. Voilà, je peux continuer ici, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et c'est comme j'étais en train de dire là, donc il faut maintenant vérifier justement dans la contrainte des cisaillements. Voilà, dans la contrainte des cisaillements. Voilà, il faut vérifier la contrainte des cisaillements. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? Concernant l'effort tranchant, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, à ce niveau maintenant, vous êtes obligé tout simplement de vérifier d'abord quelques conditions par cette formule. Donc, c'est-à-dire ici, qu'est-ce que j'aurai ici maintenant? Donc, cela revient à dire quoi? Le VI, voilà, donc le VI, divisé par BD, B multiplié par D, voilà, donc, doit être inférieur ou égal à 0,07 sur gamma B. Voilà. Il faudrait aussi également le multiplier par le FC28. Le FC28. Voilà, donc il faudrait que vous puissiez vérifier également cette condition, de manière à ce que vous soyez rassuré de ce que vous êtes en train de faire. C'est beaucoup plus concernant justement donc la contrainte des cisaillements. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver directement le VI? Donc, le VI ici, le VI que vous êtes en train de voir ici. Si je vais trouver le VI, donc le VI sera justement égal à PI, voilà, sera égal à PI, multiplié par Lmax. Multiplié par Lmax, qui sera donc divisé par D. Voilà. Donc, c'est par ces formules que vous aurez donc la possibilité de trouver directement donc le VI. Donc, une fois que le VI que vous êtes en train de voir ici est trouvé, alors, je peux également faire quoi ici? Au niveau du VI maintenant, je peux également calculer ou trouver le PI que vous êtes en train de voir ici. Le PI. Alors, si je vais trouver maintenant le PI, comment je vais le trouver? Donc, le PI sera égal à quoi maintenant ici? Le PI sera justement égal à N. Voilà, donc à NI, que je vais multiplier par B. NIB. Voilà, qui sera également divisé par S d'irradié. La surface d'irradié. Voilà. Donc, je peux aussi l'encercler. Ce sont des formules très importantes que vous pouvez donc utiliser de manière à ce que vous soyez donc très rapide. Voilà. Alors, maintenant, à ce niveau, maintenant, cela revient à dire quoi ici? Le pays que vous êtes en train de voir ici, pour avoir la possibilité de trouver donc le NI général ici, comment est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous aurez justement quoi ici? Dans le NI maintenant, le NI que vous êtes en train de voir ici, le NI doit être égal justement au NI 1, voilà, que vous allez multiplier par 1.35. 1.35 multiplié par grade. Voilà. Bon, c'est pas clair, hein. Je vais essayer un peu de supprimer ça pour écrire ça très bien. Voilà, puisque je veux que vous puissiez retenir ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, je peux même épeler les lettres. Vous aurez donc G, R, A et puis 2. Grade. Voilà. Voilà, en fait, c'est que vous êtes obligé au moins de retenir. Alors, dès que vous avez tout ça, donc déjà, à travers des formules que vous êtes en train de voir ici, vous serez donc à mesure de vérifier directement cette condition. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut retenir également, qu'entendez-vous justement par VV, par VI? Donc, le VI que vous êtes en train de voir ici, je peux supprimer également ici. Voilà, je supprime d'abord ça. Voilà. Le VI que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement, c'est justement l'effort tranchant. Donc le VI ici, c'est l'effort tranchant. Le VI, c'est l'effort tranchant. Je peux écrire comme vous voulez, effort tranchant. Alors maintenant le 2,
ce qui est important, c'est très important d'abord de comprendre tout ce que nous avons fait ici. Le D que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement la hauteur du kiv. C'est la hauteur du kiv, donc la hauteur, voilà, la hauteur du kiv. Voilà, la hauteur du kiv. Voilà, la hauteur du kiv. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer justement la hauteur du kiv? Pour déterminer la hauteur du kiv, souvent, donc c'est juste question de prendre, ça sera donc déterminé par 0,9 que vous avez multiplié directement par la hauteur. Que vous allez multiplier par H et vous trouvez directement donc cette hauteur de D. Alors, le B ici, souvent on prend donc B égale à 1. Voilà, cette bande on prend souvent B égale à 1. Et puis quoi également? Le PI que vous êtes en train de voir ici, ça c'est la charge ultime. Voilà, ça représente justement la charge ultime. Et la charge ultime. Voilà, ça représente la charge ultime. Et puis maintenant, le NI. Le NI maintenant représente quoi ici? Le NI ici, donc c'est une charge obtenue à partir de la descente des charges. Voilà, donc ça c'est justement, et c'est une charge obtenue par la descente des charges. Donc je peux écrire seulement descente des charges. Descente des charges. Voilà, descente des charges. Et puis, vous avez maintenant les S rad. Voilà, ça représente tout simplement la surface déradiée. Ça, c'est la surface déradiée. C'est la surface déradiée. Voilà, la surface déradiée. Voilà, ça, c'est la surface déradiée. Et puis également, les NI1 que vous êtes en train de voir ici, le NI1. Voilà, le NI1 maintenant ici, c'est quoi? C'est justement, c'est la charge du poteau. Le NI1 ici. NI1, ça représente la charge du poteau. Je peux également écrire ça ici, charge du poteau. Voilà, la charge du poteau. À part ça également, vous avez quoi ici? Le 1 point. Bon, je peux continuer ça ici pour ne pas gaspiller de l'espace. Le 1.35. Le 1.35 ici, justement, c'est les coefficients en Élie. C'est les coefficients en Élie. Donc, ça représente tout simplement les coefficients. Les coefficients en Élie. Voilà. Et donc, ou également, c'est qu'on dit souvent, on peut appeler ça les coefficients G. Les coefficients G, quand je parle des coefficients G, j'espère que vous comprenez très bien, c'est les coefficients G. Donc, c'est les coefficients de la charge permanente, G, bien sûr, en Élie. Voilà, donc c'est la même chose, les coefficients G, les coefficients en Élie. Voilà. Et puis maintenant, enfin, vous avez quoi également? Et ça également, donc les G, les grands G, rad. Voilà, ça représente tout simplement les poids d'irradiés. Ça représente les poids d'irradiés. Les poids d'irradiés. Voilà, ça représente les poids d'irradiés. Voilà. Et puis maintenant, ça reste quoi également? Et c'est tout. Les gamma B, voilà. Donc je peux prendre également les gamma B. Ça peut être aussi les gamma BA. Voilà. Ça représente tout simplement les poids volumiques du béton. Voilà, donc c'est les poids volumiques du béton. Les poids volumiques du béton. Voilà, les poids volumiques du béton. Du béton, bien sûr, du béton armé. Les poids volumiques du béton armé. Voilà, les poids volumiques du béton armé. Et qui est bien sûr de 2500. Voilà, qui est bien sûr de 2500. De 2500 décanewtons. Voilà, de 2500 décanewtons par mètre cube. Voilà, de 2500 décanewtons par mètre cube. Et puis enfin, quoi également, vous avez aussi, pouvez aussi avoir le VR. Voilà. Le VR, ça représente tout simplement les volumes d'irradiés. Donc, je peux écrire ça ici, volume d'irradiés.
volume déradié. C'est-à-dire ici, le volume déradié, c'est-à-dire que c'est quand on a par exemple une surface. Et quand on a par exemple la surface et la hauteur. Donc, c'est-à-dire quand on a la surface et la hauteur. Là, on peut directement parler donc de volume déradié. Donc, voilà premièrement ce qu'il faut premièrement donc vérifier. Donc, dès que vous avez tout ce que je viens d'énumérer ici, dès que vous avez tout ça, donc là déjà, donc vous aurez donc la possibilité de pouvoir déjà donc vérifier la contrainte des cisaillements. Rien qu'avec tout ce que je viens d'énumérer ici, vous allez donc vérifier la contrainte des cisaillements. Voilà. Donc retenez que la généralité que nous sommes en train de faire ici, les amis, c'est très très important. Même au niveau déjà donc au niveau analytique, donc vous avez vraiment déjà la possibilité de calculer même les radius à la main. De calculer déjà les radius à la main. Vous allez voir que dès que nous allons donc utiliser directement le logiciel Robot Structural Analysis par rapport à ces projets, vous allez voir que ça sera vraiment rapide. Alors, je vais aller tout doucement, comme on avait demandé auprès des téléspectateurs, de manière à ce que vous puissiez comprendre en réalité ce que nous sommes en train de faire. Donc, je rentre toujours ici. Donc, déjà au niveau des contraintes des cisaillements, voilà. Je peux rentrer d'abord ici. Pour la dalle, voilà, contrainte des cisaillements. Voilà, donc contrainte des cisaillements, voilà ce que nous venons donc déjà de vérifier ici. Alors, à part ça maintenant, supposons que la contrainte des cisaillements déjà donc est vérifiée, on sait très bien ce qu'il faut faire. Alors, on peut également vérifier donc faire la vérification du poinçonnement. Voilà, donc vérification du poinçonnement. Je viens ici, je peux le faire ici. Et bon, je veux que ça soit clair. Ça représente la contrainte des cisaillements. Voilà. Ici, maintenant, nous sommes au niveau de la vérification. Ce sont des éléments qu'il faudrait que vous puissiez vérifier de manière à ce que vous puissiez vous dire si les radius que vous êtes en train de réaliser ou de calculer va tenir ou pas. Contrainte, donc vérification du poinçonnement. Vérification du poinçonnement. Voilà, vérification du poinçonnement. Voilà. Alors maintenant, au niveau du poinçonnement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? En réalité, ici, donc, on vérifie les poinçonnements dans les cas donc de quivellage. Puisque nous savons très bien que lorsque vous êtes en train de réaliser un projet, donc vous faites un radier, donc vous réalisez un radier là où vous êtes donc face déjà donc au quivellage. C'est-à-dire que c'est très important de pouvoir vérifier justement les poinçonnements pour voir comment est-ce que donc votre radier va se comporter. Voilà. Donc alors, pour la vérification ici, je peux mettre entre parenthèses quivellage pour ne pas peut-être vous embrouiller. Je veux vraiment que vous puissiez retenir ce qu'on fait. Quivellage. Voilà pour le quivellage. Donc alors, pour vérifier les poinçonnements donc du radier ici, il faut justement que cette condition soit respectée. Donc, ça veut dire quoi ici? Donc, ça veut dire que le n, voilà, dans le n ici, doit être justement inférieur ou égal à 0,045 multiplié par gamma b, voilà, que vous allez multiplier également, vous allez multiplier justement multiplié par VC, voilà, et puis multiplié par la hauteur dans les H, multiplié par le FC28. Voilà, multiplié par le FC28. Donc, il faudrait que vous puissiez donc vérifier premièrement cette condition. Dès que cette condition tient, c'est là arrivé à dire quoi? Les poinçonnements par rapport au quivellage ici également est assuré. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir également, et donc, le V maintenant ici, et le VC ici représente quoi ici? Donc, le VC, que vous êtes en train de voir ici, représente tout simplement le périmètre du rectangle ici. Donc, ça représente le périmètre du rectangle, c'est-à-dire que c'est par rapport à la surface de votre radier. Donc, je peux soit écrire ça, donc c'est le périmètre, voilà, le périmètre du rectangle. Périmètre du rectangle. Puisque le projet que nous sommes en train de faire ici, voilà, donc, a la forme d'un rectangle. Donc, le périmètre de ces rectangles, c'est ce qui résume en réalité ce que vous êtes en train de voir ici, c'est le VC. Voilà. Alors, pour calculer ça, c'est très très simple. Donc, si vous voulez calculer
le VC ici. Donc, ça dit le VC sera égal à quoi ici? Ça sera tout simplement égal à 2. Donc, le 2 dans les doubles, donc ça sera le 2 multiplié par A. Donc, les A plus B. Voilà, les A plus B multiplié par D. Donc, les A plus B, justement, sont des dimensions que vous êtes en train de voir ici. Donc, donc je peux supposer que ça, ce sont des A. Voilà, les A. Et puis, de l'autre côté, vous avez le BB. Voilà, donc je peux rentrer ici. Donc, ça sera dans le A plus B, multiplié, justement, donc par D. Voilà. Ou également, vous pouvez faire également ceci. Tout comme vous prenez tout simplement, c'est la même chose. Hein, je peux prendre aussi les A plus B. Voilà, les A plus B. Et puis, je multiplie les tout par D. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi? Je peux rentrer ici pour très bien expliquer ça. C'est-à-dire quoi? Donc ça c'est A. J'ai une portée ici que je vais nommer A. Une autre portée de l'autre côté, ça c'est toujours A. De l'autre côté, B, B. Alors, j'ai DA. Première A, deuxième A. De l'autre côté, j'ai première B et puis deuxième B. Donc, c'est ce que vous êtes en train de voir que je fais ici. C'est la mathématique. Donc, c'est A plus B multiplié par D. Donc, voilà. Et à part ça aussi, vous avez également les H. Les H que nous sommes en train de voir ici. Voilà, le VC déjà, on a connu. Donc, le VC est connu plutôt. Et maintenant, les H ici, maintenant, ça représente quoi? Les H maintenant ici, ça représente tout simplement la hauteur totale des radiés. Donc ça représente la hauteur. Voilà, ça représente justement la hauteur totale. La hauteur totale. Hauteur totale d'irradié. Voilà, la hauteur totale d'irradié. Voilà. Donc, cela revient à dire quoi? Dès que vous avez tous ces éléments, et donc vous avez également tous ces éléments, vous avez déjà donc le périmètre du rectangle de votre radié, vous avez la hauteur totale des radiés. Vous pouvez également vérifier justement, donc faire la vérification du poinçonnement ici, bien sûr, au niveau de l'équivalage. Donc voilà. Et donc la deuxième condition, c'est qu'il faudrait que vous puissiez également vérifier. Et donc, par rapport à ces cas, c'est qu'il faut déjà savoir. Vous êtes au moins obligé justement de faire la vérification de poinçonnement, surtout beaucoup plus si vous êtes en train de réaliser donc un radié qui va jouer donc le rôle d'équivalage. Voilà, donc c'est très très important de vérifier les poinçonnements. Mais pour un radié qui va jouer un rôle de répartition des charges, étant donné qu'il n'y aura pas présente de l'eau, donc vous pouvez ou à ne pas le faire, c'est pas un problème. Mais surtout pour les cas d'équivalage, vraiment c'est obligé donc de faire cette vérification. Voilà. Donc, par rapport à la forme des radiés d'équivalage, donc ce type de radier donc est utilisé comme je vous avais dit là, donc en présence d'un sous-sol donc inondable, donc d'un sol inondable. Mais ce type de radier aussi, ce qu'il faut savoir, donc est calculé de la même façon que les radiers qui jouent donc le rôle de répartition des charges. Donc on les calcule de la même façon. Voilà. Donc quand donc on a par exemple, donc nous savons que pour les radiers qui jouent les rôles de répartition des charges, donc c'est justement c'est lorsqu'on a nous sommes en face d'un terrain dont la capacité portante des sols est tellement faible. C'est là où on peut donc parler de répartition donc des charges. Voilà, donc c'est juste ça. Et donc il faut donc calculer également ce type de radier et plutôt comment faire ces vérifications pour vous rassurer que l'élément va tenir ou va résister sans problème. Donc ici, il doit donc résister aux sous-pression par rapport au cuvelage, sous pression bien sûr donc de l'eau. Alors, en forme de cuvelage aussi, ce qu'il faut savoir, ici il y a aussi ce qu'on appelle donc le G-min. Le G-min. Donc lorsque vous êtes en train de réaliser un radier qui va jouer les rôles ou un radier sous forme de cuvelage, il y a aussi ce que vous entendez par le G-min. En réalité, le G-min, c'est quoi? Le G-min, justement, vous permet également de pouvoir avoir la précision sur des vérifications que vous allez donc, bien entendu, faire. Je peux vous montrer ça ici, le G-min. Bon, je peux écrire ça d'abord ici. Donc, il faudrait que vous puissiez vérifier également ça. Donc, le G-min doit être donc supérieur ou égal à 1 multiplié par 1. Donc 1,1 plutôt, multiplié par gamma V,
multiplié par BV et puis multiplié par delta H max. Voilà, multiplié par delta H max. Voilà, le G-min, la formule pour vérifier ou calculer ou vérifier le G-min. Voilà, c'est ça. Donc, le schéma que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement les deltas. Voilà, donc ça c'est les deltas. Tous on connaît ce que nous appelons par les deltas. Ça c'est les deltas. Et puis vous avez également les delta H max. Voilà, donc ça c'est delta H max. Delta H max. Et puis vous avez le G-min. Le G-min que je vous ai montré ici. En fait, les G-min, c'est quoi ici? Les G-min, c'est justement les poids propres de l'ouvrage vide. Les poids propres de l'ouvrage à vider plutôt. Voilà. Donc, toutes ces vérifications, c'est beaucoup plus pour les cas de kivelage. Pour les cas de kivelage, lorsque vous êtes en train de réaliser un radier qui joue un rôle de kivelage, il faudrait que vous puissiez vérifier tout ça. Donc, je réponds ici. Le G-min que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement, c'est les poids propres de l'ouvrage à vide. Donc, ça dit, c'est les poids propres. Les poids propres. Voilà, je peux écrire ça ici. Les poids propres de l'ouvrage. Voilà, de l'ouvrage à vide. Voilà, des poids propres de l'ouvrage à vide. Donc, sans avoir peut-être de compléments ou des éléments à l'intérieur. Voilà. Et puis, quoi également? Vous avez maintenant le delta. Le delta H max. Voilà, le delta H max ici maintenant. Ça représente quoi maintenant? C'est justement, c'est une différence de niveau entre les niveaux le plus haut par rapport au radier. Voilà, donc je peux écrire ça également. C'est le différent. C'est une différence des niveaux. Voilà, c'est une différence des niveaux. Différence des niveaux. Donc, entre les différents des niveaux entre les niveaux le plus haut. Voilà, entre les niveaux les plus hauts par rapport au radier. Voilà. Voilà, c'est très très simple. C'est justement, c'est une différence des niveaux entre les niveaux les plus hauts par rapport au radier. Donc, voilà. Donc, ça, le G-min ici, c'est comme je viens de vous le dire là. Le G-min, c'est justement, c'est le P dans le poids propre. Le PP dans le poids propre de l'ouvrage. Voilà, à vide. Voilà, le poids propre de l'ouvrage à vide doit être supérieur à 1,1 multiplié par les gamma. Voilà, multiplié par les gamma V, BV, multiplié par D delta H max. Voilà, donc c'est ce qu'il faut au moins vérifier ici. Voilà. Alors, comment peut-on comprendre facilement le delta H max ici, qui est justement donc la différence des niveaux entre les niveaux les plus hauts par rapport au radier. Alors, je peux quand même faire une coupe transversale ici pour vous expliquer ça très très bien. Je m'en vais de l'autre côté. Voilà, je vais essayer un peu de faire une coupe transversale ici. Voilà. Donc, je fais une coupe transversale ici. Regardez comment peut-on comprendre facilement le delta H max. Donc, je prends ça, une coupe transversale. Je représente également l'épaisseur. Voilà. Alors, les différents des niveaux dont je suis en train de parler, voilà, donc c'est ça. Dans cette hauteur, ça représente tout simplement le delta H max. Voilà, ça représente le delta H max. Et puis ça représente justement le cuvelage. Donc, je peux écrire ça cuvelage d'une manière générale. Voilà, cuvelage. Voilà. Et puis,
Et qu'est-ce qu'on n'avait pas aussi ajouté de l'autre côté? Je vérifie d'abord, c'était quoi ici? Le BR. Voilà, le BR. Alors, le BR, maintenant, ça représente quoi ici par rapport à cette formule-là? Le BR. Le BR que vous êtes en train de voir ici, c'est justement, c'est la surface plane d'équivalage. Donc, c'est la surface d'irradié. On peut justement dire que, donc, c'est la surface justement qui représente en fait d'irradié. Voilà, retenez que c'est la surface plane ou également c'est la surface d'irradié. Voilà. Donc, je peux écrire ça ici, surface. C'est la surface. Surface plane d'équivalage. Surface plane d'équivalage. Voilà. Voilà, surface plane d'équivalage. Donc, c'est la surface d'irradié. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Équivalage bar surface d'irradié. Voilà. Alors, un autre point aussi à souligner ici, et un autre point à souligner qu'il faut prendre en compte, c'est justement la surface d'irradié que je suis en train de parler ici. Alors, concernant maintenant la surface d'irradié, et ce qu'il faut savoir, bon, je peux considérer ça comme un point par exemple. Voilà, donc je mets ça comme ça. Surface d'irradié. Voilà. Alors, concernant la surface d'irradié, ce qu'il faut savoir, lorsque SR, surface d'irradié, est inférieur à SB, voilà, donc ça veut dire qu'il y a donc un problème. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut facilement, donc qu'est-ce qu'on peut justement donc prévoir? Donc, là, vous êtes obligé au moins de pouvoir comprendre quelques notions ici, de manière à ce que vous puissiez donc respecter toutes les conditions que vous êtes en train de voir ici. Alors, déjà, je vais d'abord faire une petite représentation ici pour vous faire comprendre ce que je vais dire. Le SR représente la surface d'irradié, tandis que le SB, que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement la surface bâtie. Voilà, la surface bâtie. La surface bâtie. Voilà. Donc ça représente la surface bâtie. Donc cela veut dire quoi? Et ça dit lorsque la surface d'irradié est inférieure à la surface bâtie, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'on peut maintenant prévoir? Donc vous êtes obligé au moins de prévoir ce qu'on appelle les débords. Les débords de part et d'autre de manière à ce que ces problèmes soient donc respectés. Donc si vous vous retrouvez dans cette condition dont SR est inférieur à SB, donc c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans cette condition SR est inférieur à SB, vous allez donc prévoir directement les débords, c'est-à-dire, ceci implique ici, donc les L2, voilà, les L2, qui est bien sûr la largeur des débords, voilà, doit être maintenant supérieure ou égale, L2, largeur des débords doit être supérieure ou égale à H, voilà, à H, qui est bien sûr la hauteur et donc des radiés, divisé par D. Voilà, divisé par D. Donc, on prend beaucoup plus, ça peut être égal à 30 cm. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut au moins retenir ce qui concerne donc la largeur de débord. Voilà, donc c'est comme je viens de dire là, donc le L2 ici et représente tout simplement la largeur des débords, voilà, largeur des débords, et puis les H que vous êtes en train de voir ici, les H ici, ça représente tout simplement la hauteur des radiés. Voilà, vous allez comprendre ça très très bien lorsque nous allons faire dans la pratique au niveau du robot structural analysis. Vous allez voir comment est-ce que nous allons donc voir tout ça. Donc ça représente tout simplement la hauteur des radiés. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Et maintenant,
À part ça, aussi un autre point que je peux épingler ici. Autre point, c'est justement la détermination de armatures. Détermination. Je vais dire aussi un mot là-dessus. Détermination. Voilà, détermination des armatures. Détermination des armatures. Armature. Voilà, détermination des armatures. Voilà. Alors, concernant la détermination des armatures, je peux faire d'abord un petit schéma ici. Donc, je prends ça par exemple en plan. Voilà, je vais essayer un peu de les coter ici. Je fais une cotation forfaitaire ici. Voilà. Et ici, nous avons donc le LX. De l'autre côté, LX, ça représente tout simplement la petite portée. Voilà. Et puis LY ici, ça représente la grande portée. Voilà. Alors, premièrement, concernant la détermination des armatures ici, c'est qu'il faut savoir, il faut premièrement vérifier si la dalle est unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Voilà, donc c'est ce qui est très important par rapport aux déterminations aussi des armatures. Donc, il n'y a que des éléments à vérifier ici. Premièrement, le premier point, il faudrait que vous puissiez vérifier si la dalle est unidirectionnelle, donc uni, dans un seul sens. Si la dalle porte dans un seul sens, unidirectionnelle, directionnelle, voilà. Ou si la dalle se porte dans les deux sens. Ou la dalle est bidirectionnelle. Bidirectionnelle. Voilà. Ça, c'est concernant pour la détermination, justement, donc, des armatures. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Il faut retenir, premièrement, concernant les premiers points. Et la dalle est unidirectionnelle quand? La dalle est unidirectionnelle, comme vous êtes en train de voir ici. Si, par exemple, LX, qui est bien sûr la petite portée, sur LY, que je suppose la grande portée, est inférieure à 0,4. Voilà, est inférieure à 0,4. Voilà, pour comprendre très bien ça, donc vous avez la possibilité de voir les livres de Baël. Vous pouvez voir les livres de Baël, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire ici. Voilà. Voilà. Donc, si cet élément-ci, LX est inférieur à LY, c'est-à-dire LX sur LY, donc LX, ça peut représenter la petite portée, tel que dans le schéma que nous avons fait ici. LY, ça peut représenter la grande portée. Si cet élément-ci, ce rapport est inférieur à 0,4. Là, on peut dire que la dalle se porte dans un seul sens. La dalle est unidirectionnelle. Ça, c'est le premier cas. Mais le deuxième cas maintenant, quand est-ce qu'une dalle est bidirectionnelle? Donc, quand est-ce qu'une dalle se porte dans les deux sens? Quand le rapport entre les LX, la petite portée, sur LY, la grande portée, est supérieur ou égal à 0,4. Voilà. Ici également, vous avez la possibilité de voir tout simplement le Baël. Lisez, voyez les Baël, vous allez comprendre tout ce que nous sommes en train de faire. C'est là, si ces rapports nous donnent ça, c'est là où on peut dire que la dalle se porte dans deux directions. La dalle est bidirectionnelle. Voilà. Alors maintenant, pour trouver maintenant la section d'irradié, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà, je viens maintenant ici. Comment peut-on trouver la section d'irradié? Et je peux écrire tout simplement ici, section d'irradié. Voilà, c'est bien de pingler tout ce que nous sommes en train de voir ici. Déjà au niveau analytique, vous aurez aussi la possibilité de dimensionner ou de calculer les radiés à la main, sans pourtant utiliser les logiciels. Mais vous allez voir que quand nous allons donc faire l'application sur Robot Structural Analysis, vous allez voir que c'est très simple et facile. Voilà. Alors maintenant, pour trouver, comment est-ce qu'on peut trouver donc la section des radiés? Donc les AST. Voilà, les AST ici. Ici, comme les radiés, il y a donc LX et LY. Donc, il y a donc justement les AST parallèles à X et AST parallèles à Y. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ici? Voilà. Déjà ici, dans la section de radiés ici, AST ici,
nous avons donc, il y a donc les LX et les LY. Donc, suivant bien sûr les deux directions. On peut se dire ici que par rapport à ce que nous sommes en train de faire, donc nous avons premièrement, nous avons donc la possibilité, premièrement donc de trouver également les AST dans la section d'irradier, les AST qui sera donc parallèle, voilà, qui sera donc disons comment, la section AST, la section d'irradier, donc parallèle, voilà, donc parallèle à X, voilà, mais aussi on aura la possibilité de trouver donc les AST, la section d'irradier, qui sera justement donc parallèle également à Y. Voilà, parallèle à Y. Cela revient à dire quoi? Supposons par exemple que nous avons, ça c'est notre vie en plan. Je vais essayer un peu d'expliquer ça clairement concernant la section d'irradier. Voilà. Supposons par exemple que nous avons par exemple ça. Alors cela revient à dire quoi ici? Et pour déterminer directement, pour trouver en fait la section d'irradier, pour trouver la section d'irradier ici, telle que nous sommes en train de dire, donc nous avons des directions. La direction des X comme représenté ici, des X, et la direction des Y comme représentée dans l'autre sens. Voilà, donc c'est juste ça. Voilà, donc c'est-à-dire quoi? Ici donc l'irradié, donc nous avons donc X et Y, comme je dis donc de l'autre côté. Donc je peux trouver premièrement les AST, voilà les AST suivant la direction des X. Suivant la direction des X, maintenant on aura quoi ici pour trouver donc la section des radiés. Suivant la direction des X, donc j'aurai justement les MI. Voilà les MIX, puisque là je suis suivant la direction des X, doit être, donc ça sera sur ZB que je vais multiplier par F. Voilà, je vais multiplier directement par ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, FC28. Voilà, je multiplie par FC28. Et puis de D, ça sera justement, c'est suivant la direction des X. Voilà ce que j'aurai. Suivant la direction des Y également, j'aurai ça. Ici maintenant, ça sera MIY. Voilà, MIY qui sera donc divisé par ZB. Que je vais multiplier toujours par la même chose, 28. Ça, c'est suivant la direction des Y. Voilà, suivant la direction des X. Et puis ça, c'est suivant la direction des Y. Voilà. Donc, les deux éléments que vous êtes en train de voir ici, les deux formules que je viens de numérer ici, c'est justement pour trouver donc les armatures dans les deux directions. Donc, c'est pour trouver, voilà, je peux écrire ça comme ça, pour trouver, voilà, pour trouver les armatures suivant la direction des X et Y. Voilà, donc c'est-à-dire pour trouver les armatures suivant la direction des X, telle qu'elle est représentée ici, et puis suivant la direction des Y comme représentée dans l'autre sens. Voilà, donc je peux trouver ça par ces deux formules. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi déjà savoir, donc le ZB représente quoi ici? Le ZB, voilà, les ZB ici, ça représente tout simplement, ça représente tout simplement quoi ici? Donc, c'est les coefficients du blanc ici, les coefficients, voilà, du blanc. Voilà, ces coefficients, on peut les trouver comment? Si vous voulez trouver ces coefficients, donc on peut les trouver de cette façon, qui est donc des points. Donc, le Z que vous êtes en train de voir ici sera égal également à alpha, qu'on peut trouver par cette formule. Donc, 1,25 multiplié par 1 moins racine carrée de 1 moins 2 mi-i. Voilà, bon, je peux mettre ça de l'autre côté pour voir ça très très bien. Donc, voilà ce que je suis en train de dire là-bas. Donc, Z sera égal à alpha, c'est la même chose. Voilà. Et on peut parler des Z ou alpha. Alors, qui peut être, donc Z, qui peut être, sera égal à 1,25. Voilà, que vous allez multiplier par 1.
moins racine carrée de 1 moins demi. Voilà. Donc, c'est par cette formule qu'on peut facilement trouver donc le Z. Voilà. Maintenant, les alphas. Les alphas représentent quoi ici? Les alphas, maintenant, ici, ça représente tout simplement le Lx sur le Ly. Voilà, donc ça représente tout simplement le Lx sur le Ly. Voilà donc ce que je pouvais vous montrer. Alors, rien qu'avec tout ce que nous venons de faire ici, déjà, donc, on peut passer directement maintenant à l'application de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on peut donc calculer directement le radier à partir des robots structural analysis. Voilà ce que nous venons donc de faire ici jusqu'à ce niveau. Voilà. Donc, je crois que concernant la deuxième partie, on peut s'arrêter à ce niveau. Restez toujours connectés. Nous allons continuer donc la troisième partie de notre formation sur les radiers. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.